Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Il est 12h30 avec vous, Nesrine Dahmoun pour le journal. 73e anniversaire de la célébration de la fête de la victoire, le président de la République adresse un message à la nation dans lequel il rappelle l'importance de cette date phare dans l'histoire de l'Algérie. Une date marquée également par les massacres commis par les membres de l'OAS en Algérie refusant la victoire de l'Algérie contre la France. On y reviendra dans ce journal avec l'invité du jour. Le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau multiplie les déclarations haineuses contre l'Algérie et des mesures qui n'ont aucune valeur juridique. Une campagne de provocation illégale et infondée dénoncée par l'agence de presse algérienne. Le ministère du Commerce extérieur annonce avoir pris des mesures légales à l'encontre des 53 exportateurs de bananes ayant manqué à leur engagement en matière d'importation, une hausse spectaculaire des prix des bananes. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ambitionne de financer 11 000 micro-entreprises par an. Plus de 670 entreprises ont déjà été financées par la NESDA au mois de février. Dans l'actualité internationale, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses bombardements contre la bande de Gaza, faisant plus de 400 morts. Benjamin Netanyahou annonce vouloir continuer le massacre, alors que le Hamas reste fidèle à l'accord de cessez-le-feu. Sport football, l'équipe nationale poursuit sa préparation à Gaborone en prévision du match de ce vendredi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Célébration ce mercredi du 63e anniversaire de la fête de la victoire. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à la nation dans lequel il rappelle l'importance de cette date phare dans la glorieuse histoire de l'Algérie. Les détails avec Sofia Boukrcha. Dans son message, le président de la République souligne que cette date du 19 mars représente le couronnement d'une longue période de lutte. Il a rappelé que ce jour symbolise la fin de décennies de lutte sous la bannière du mouvement national et de la guerre de libération menée par le peuple algérien pendant plus de 7 ans. Un combat de tout un peuple conscient que seule la lutte armée pouvait mener à l'indépendance. Le 1er novembre 1954, un séisme pour le colonisateur et un message d'espoir pour les peuples en quête de liberté, précise le président de la République. Il rappelle que la fête de la victoire, célébrée avec fierté et fidélité, est le fruit du sacrifice de nos martyrs et des souffrances endurées par le peuple algérien avec courage, foi et patience pour recouvrer sa liberté. Les Algériennes et les Algériens, héritiers de cette gloire et garants de ce legs, bâtissent aujourd'hui leur pays avec la même détermination et les mêmes valeurs, sans compromis ni marchandage, animés par une volonté de bâtir une nation moderne, d'attirer les investissements et de créer la richesse. Ils s'efforcent de renforcer les infrastructures et de dynamiser le développement, a écrit le président de la République. Un développement durable et un progrès social continu, garantissant une vie digne à tous les citoyens. Dans la phase actuelle, a insisté Abdelmajid Tebboune, l'État concentre ses efforts à mobiliser les énergies pour préserver les intérêts suprêmes de la nation et renforcer le front intérieur soutenu par une conscience nationale dont les Algériennes et les Algériens peuvent être fiers. Il a enfin souligné la vigilance et volonté politique face à la complexité des situations régionales et à leurs conséquences potentielles. Le 19 mars, le jour où l'OAS a commis de terribles crimes contre les Algériens en refusant la victoire de l'Algérie contre la France et quitter ce qu'ils pensaient être leur propriété à vie, comme l'explique l'archiviste et historien Soufi Fouad. Il était l'invité du jour de ce mercredi, il était l'invité de Nelly Melmendil. Que l'OAS n'est pas née comme ça d'une opération, comme disent les Français, du Saint-Esprit. Elle est l'héritière de toute l'extrême droite des colons, depuis toujours, de toute façon. Mais c'est le dernier avatar. Violent, oui, puisqu'il suffisait de voir un haïk passer pour le tuer, il suffisait de voir un arabe dans la rue pour le tuer. Ça avait atteint des niveaux de massacre qu'on a connus avant, mais d'une autre manière. C'était pas possible. On a affaire à qui ? Une organisation terroriste. Une organisation terroriste. Et j'insiste encore une fois sur ce mot. Mais on ne l'appelait pas terroriste dans la presse. Activiste. C'était des activistes. Le terroriste, c'est toujours le FLN. Et eux, c'était des activistes. Mais quand ils se sont mis à tirer sur le président de la République française, là, ils ont monté d'un cran. Et d'ailleurs, le ministre des Moudjahidines, Laïd Erbiga, a rappelé ce mercredi le devoir de mémoire pour les Algériens, surtout en cette période où certaines parties veulent déformer notre histoire.
C'est un moment de recueillement devant un monument particulier qui symbolise les sacrifices du peuple algérien. Ce monument nous maintient toujours en lien avec notre mémoire, fidèle aux héros et aux sacrifices pour l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est libre, indépendante et fière, avançant résolument vers la construction de ponts de développement dont les racines plongent dans les sacrifices des héros, car elles sont arrosées du sang des martyrs. Quant aux tentatives de porter atteinte à notre histoire, à nos héros, à nos symboles, ce ne sont que des vents passagers qui n'ont aucun impact, ni sur les cœurs des Algériens, ni sur leur conscience, ni sur leur histoire, car l'histoire a des racines, l'histoire se confirme par elle-même, il est impossible de falsifier les faits historiques. Et nous, en tant qu'Algériens, lorsque nous parlons avec des documents, nous parlons avec des livres, nous laissons l'histoire parler d'elle-même. À l'occasion toujours du 19 mars, le quotidien Moudjahed et l'association Mash'al al-Shahid ont organisé ce mercredi une conférence consacrée au succès militaire et diplomatique de la révolution algérienne. On retrouve sur place Lina Adouche. Le 19 mars 1962 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie. Il représente l'aboutissement de plusieurs années de lutte pour la souveraineté nationale. Issa Qasmi, Moudjahed et historien. C'est une victoire qui couronne la lutte héroïque du peuple algérien pendant 132 ans. De lutte qui ne s'est jamais arrêtée. Donc c'est une confrontation qui, d'un seul coup, cette armée française, ce colonialisme, qui s'est toujours donné une image de rôle qui est imbattable, de par l'armée française, 4e armée du monde, 2e armée européenne, et d'un seul coup, cette armée s'arrête. Donc le 18 mars 1962, cette armée rentre dans sa caserne et c'est fini, elle ne fera plus la loi. Aujourd'hui, il est essentiel de protéger l'Algérie contre les campagnes visant à porter atteinte à son histoire et à sa souveraineté, tout en rappelant le sacrifice des Chouhada, nous dit Abdelmajid Chikhi, historien. Aujourd'hui, nous devons protéger l'Algérie, surtout face aux campagnes menées par la France pour ternir notre histoire. Nous restons cependant convaincus que notre jeunesse n'oubliera pas, ne prêtera pas attention aux propagandes malveillantes et défendra l'Algérie avec la même détermination que nos aînés. Le 19 mars 1962 a marqué la fin d'un long combat et l'aboutissement de la volonté du peuple algérien à imposer son indépendance. Le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau qui multiplie les déclarations haineuses contre l'Algérie et des mesures qui n'ont aucune valeur juridique, une campagne de provocation illégale et infondée dénoncée par l'agence de presse algérienne. Les explications avec Kérim Wali. Dans une communication rendue publique récemment, les autorités algériennes ont rejeté la méthode employée par la France pour la transmission de listes de ressortissants à éloigner, affirmant qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique. Contrairement aux affirmations du ministre français de l'Intérieur, la position algérienne ne constitue pas un refus catégorique, mais une exigence de respect des procédures établies de concert entre les deux États depuis plusieurs décennies. Au-delà de la polémique sur ces listes, c'est la protection consulaire des citoyens algériens en France qui est en jeu. Selon les accords bilatéraux, notamment la Convention consulaire de 1974, toute mesure privative de liberté doit être notifiée aux autorités algériennes, un principe que Paris semble vouloir contourner. L'argument du ministre français brandissant la Convention de Chicago pour justifier des pressions sur Air Algérie se heurte lui aussi aux textes internationaux. Cette convention ne prévoit aucunement l'obligation pour une compagnie aérienne d'embarquer des passagers démunis de documents conformes. Enfin, enchaîne l'APS, la récente annonce d'une possible suspension de l'accord d'exemption de interroge sur la conformité de la décision française avec l'accord de 2013 qui prévoit des procédures spécifiques en cas de suspension. L'Algérie rappelle que la confusion entretenue par Paris entre l'accord de 2013 et celui de 2007, abrogé depuis 12 ans, alimente une polémique infondée. Pour l'APS, ces données suffisent à elles seules pour établir sans nuance aucune laquelle des parties, algériennes et françaises, respecte ses engagements internationaux et laquelle de ces deux dernières les viole de manière flagrante et systématique. On va s'intéresser à présent aux projets d'envergure qui ont été inaugurés aujourd'hui dans la wilaya de Gherdaya à l'occasion du 63e anniversaire de la victoire, des tronçons routiers à Brienne et plusieurs infrastructures sportives. Notre correspondant à Gherdaya, Mahfoud Karkar.
En ce 19 mars, les autorités publiques à Gherdaya ont inauguré un tronçon de 4 km sur la route nationale numéro 1 à Brienne après sa réhabilitation. Hassan Belounis, chef d'aéra de Brienne. Réalisation d'une rénovation et extension de la R1 sur 4 km. Le montant est plus de 58 milliards de dinars avec l'éclairage public, panneaux solaires. Ce projet-là a été démarré par M. Louali et le ministre des Travaux publics. L'année passée, le 18 février, Youm Shahid, après une année de réalisation, on accueille cet très important projet pour les citoyens de Barrayan. Un nouveau stade inauguré au profit du club sportif à Elateuf. Hassan Yaqoubi, DGS Gherdaya. تدشين ملعب بلدي اللي غادي يستقطب عدد كبير من النوادي الرياضيه، سوف يكون لنا ان شاء الله نشء او تكوينات في هذه المرافق الرياضيه، وان شاء الله سوف يكون عندنا ابطال يعزز بهم صفوف الفريق الوطني في المحافل الدوليه ان شاء الله القادمه. L'événement historique était une occasion pour rendre visite pour quelques moujahidines. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Toujours à l'occasion de la fête de la victoire, l'hôpital de Ain Mlila a été inauguré ce mercredi par le Walidoum Le Bouagui. Notre correspondant sur place, Nasser Benissam. Au niveau de la wilaya d'Oum el-Bouagui, dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la victoire, 19 mars 1962, le Wali, accompagné des autorités civiles et militaires de la wilaya, des organisations de la famille révolutionnaire, de la société civile, a procédé à la mise en service du nouvel hôpital de Ain Mlila de 240 lits. Le nouvel hôpital qui porte le nom du Shahid Mostafa Ben Bouleid et dont la réalisation et l'équipement ont coûté 460 milliards de centimes. Dans son allocution, le DSP a indiqué que cet hôpital est parmi les meilleurs au niveau national, ajoutant que l'ouverture des différents services se fera progressivement. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger 3. Lancement ce matin à Alger des travaux de la rencontre bilatérale élargie présidée par le ministre de l'Intérieur algérien et son homologue tunisien en visite de travail à Alger. Cette réunion s'est tenue en présence des représentants des corps de sécurité de deux pays pour évaluer l'état de la coopération bilatérale, notamment contre le crime organisé transfrontalier et le développement des régions frontalières. Le ministre de l'Intérieur tunisien qui avait auparavant visité la direction des titres et documents sécurisés à El Hamiz à Alger. Le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations a annoncé avoir pris des mesures légales à l'encontre de 53 exportateurs de bananes ayant manqué à leur engagement envers l'État en matière d'importation, ce qui a entraîné une perturbation dans l'approvisionnement du marché et une hausse spectaculaire des prix des bananes. Le secrétaire général du ministère des Transports s'est rendu aujourd'hui au port d'Oran pour une visite d'inspection concernant la bonne application des directives du président de la République, à savoir un système de travail de 24 heures sur 24. Notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza Belmedani. Au cours de cette visite, le directeur général du port d'Oran a présenté un exposé détaillé sur les capacités matérielles du port. Il a réaffirmé que le port fonctionne selon un système de travail en H24. De son côté, le secrétaire général du ministère des Transports a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts pour assurer le bon fonctionnement du port et d'organiser des visites d'inspection régulières par la commission mixte. Il a également souligné l'importance stratégique du port d'Oran et la nécessité d'une préparation optimale pour l'accueil de la diaspora algérienne durant la saison estivale afin de faciliter leur passage. Le secrétaire général a visité 2 quais de déchargement d'un navire de céréales et un autre de soja. Il a également inspecté les scanners de conteneurs. À l'issue de cette visite, le secrétaire général du ministère a exprimé sa satisfaction quant à l'amélioration du déchargement et de la livraison des marchandises, notamment grâce à la mise en œuvre du travail en continu. D'Oran, Mohamed Hamza Belmedani, Alger 3. Et toujours dans une démarche de renforcement de l'économie nationale, l'Agence d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ambitionne de financer 11 000 micro-entreprises par an. Quelle est l'importance économique de financer les micro-projets? Élément de réponse avec Nabil Djama'a, expert en finance contacté par Mboukadoum.
Nesda mettra en place des mécanismes d'accompagnement pour assurer la pérennité de ces entreprises, notamment par le biais de formation, d'un suivi technique et d'un accès facilité au financement. L'objectif d'encourager les jeunes à investir dans des secteurs productifs et à contribuer essentiellement à la diversification de l'économie algérienne, notamment en réduisant la dépendance aux hydrocarbures. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à promouvoir l'auto-emploi et à réduire le chômage et de renforcer l'inclusion financière des jeunes algériens dans la place financière algérienne en collaboration essentiellement avec les banques publiques. Et en parlant d'économie, on va s'intéresser aujourd'hui à l'économie circulaire qui passe inévitablement par des circuits et des réseaux de recyclage. On va s'intéresser avec vous, Hamid Belkacem, aux réfrigérateurs qui peuvent donner un certain nombre de matériaux à recycler. Oui, nous est tous arrivé de vouloir changer de réfrigérateur. Oui, mais que faire du vieux réfrigérateur? Question importante, comme l'explique l'expert Kelly Mohamed dans une récente publication. Un réfrigérateur en fin de vie recèle beaucoup d'éléments à valoriser. Fer, plastique, verre, métaux non ferreux et des matériaux isolants, soit autant de composants à valoriser. Aussi, il est important de préciser que le processus de recyclage n'est pas une simple opération de démontage mécanique de la structure, mais une multitude d'étapes complexes qui nécessitent une formation spécialisée. Ainsi, les réfrigérateurs renferment par exemple un gaz réfrigérant comme le fréon ou des matériaux lourds, des métaux lourds comme le plomb ou le mercure. Voilà des substances délicates à manipuler, d'où toute l'importance de la mise en place d'une formation spécialisée au sein des établissements dépendants du ministère chargé de la formation professionnelle. Objectif, lancer des micro-entreprises capables de créer de l'emploi et de la richesse en apportant une plus-value à l'économie circulaire. Avec cerise sur le gâteau, recycler des appareils électroménagers selon un protocole respectant les exigences environnementales. Et on termine avec une dernière information économie. La compagnie nationale Sonatrach précise aujourd'hui dans un communiqué que les résultats du concours national pour le recrutement d'ingénieurs et de techniciens organisé le 29 décembre dernier, eh bien, ces résultats seront annoncés vers la fin du mois d'avril. Et on passe à présent à l'actualité internationale. L'entité sioniste continue de bombarder la bande de Gaza malgré les nombreuses condamnations de la communauté internationale des bombardements qui ont fait plus de 400 morts depuis hier. Le journaliste Ahmed Qariqa, qui a perdu hier 30 membres de sa famille à cause de ces frappes, décrit une situation chaotique à Gaza. Il en parle à Karim Abnour. Les bombardements sionistes se poursuivent et n'ont pas cessé jusqu'à l'heure, même si l'intensité des attaques a diminué sur différentes parties de la bande et surtout au nord de Gaza. Les martyrs sont transportés vers les hôpitaux, dont El Mahmedani et Shifa. Plus de 73% des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. On n'arrive pas à reconnaître des corps, ce qui prouve que l'ennemi utilise des armes de destruction massive qu'on ne connaît pas et personne dans le monde ne réagit. L'entité sioniste ferme le pont de passage de Karm Abou Salem, le plus important pour ramener les produits alimentaires, l'eau potable, et devant les tentes, plus de 170 000 tonnes de déchets sont entassées. Et contrairement à Benyamin Netanyahou qui poursuit son génocide à Gaza, le mouvement de résistance Hamas continue de respecter l'accord de cessez-le-feu. Hamas suit de près avec les intermédiaires la situation pour répondre à la demande populaire de cesser cette guerre, contrairement à l'occupant sioniste qui persiste à tuer les civils pour des intérêts personnels, politiques, intérieurs, en utilisant comme d'habitude le sang palestinien pour obtenir plus de voix, plus de soutien et le résultat est plus de criminalité. On continue avec l'actualité internationale en passant vers le dossier ukrainien. Dans un communiqué aujourd'hui, le Kremlin affirme que la Russie et les États-Unis vont créer des groupes d'experts pour le règlement du conflit en Ukraine et entamer des négociations concernant la sécurité en mer Noire. On écoute l'expertise et le décryptage de l'analyste politique Bruno Drotsky. Il a été contacté par Rabia Slimani.
Peut-être que les Américains ont voulu un accord immédiat, et je suppose que c'est sans doute vrai, mais évidemment, ce n'était pas dans l'intérêt de la Russie. La Russie doit, entre guillemets, terminer le boulot avant de pouvoir passer à la paix. Et donc, on peut penser que le dossier avance, mais ça prendra évidemment beaucoup plus de temps que ce que souhaiteraient les Américains, c'est-à-dire pouvoir se dégager du bourbier ukrainien pour se concentrer ailleurs. L'Europe, de toute façon, vu les errements et ses capacités économiques qui ont été démontrées comme étant assez lamentables, même y compris les capacités militaires, quand on voit comment l'armement des pays européens a pu être maîtrisé par les Russes. Donc je pense que l'Europe n'a plus aucune carte à jouer. Elle devra attendre que les deux grands, donc Moscou et Washington, s'entendent. Mais pour le moment, l'Europe, elle est aux abonnés absents. Et face à cette alliance russo-américaine, l'Allemagne annonce avoir adopté un fonds de défense estimé à 500 milliards d'euros. On y reviendra ce soir dans le journal de 19h. Et on passe à présent au sport avec vous, Hamza Rahmouni. On passe au sport précisément avec du football. L'équipe nationale qui poursuit sa préparation à Gaborone en prévision du match de ce vendredi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et une deuxième séance d'entraînement prévue ce soir, juste après la rupture du jeûne pour les Verts, après avoir effectué hier mardi dans la soirée leur première séance d'entraînement après leur arrivée tôt le matin. Une séance d'entraînement qui s'est déroulée en présence de tous les joueurs, y compris le défenseur de l'en avant Guingamp, Sohaib Nayeg. Les coéquipiers de Riyad Mahrez poursuivront cette préparation donc jusqu'à demain jeudi dans la matinée, où ils vont rejoindre la ville de Francistown qui va abriter cette rencontre le vendredi, rappelons-le, à partir de 14h pour le compte de cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Verts tenteront donc de décrocher un résultat positif pour consolider leur première place dans ces éliminatoires avant d'accueillir le Mozambique qui occupe également la première place conjointement avec les Verts. Ce sera mardi prochain au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Merci beaucoup Hamza Rahmouni pour toutes ces informations sport, football. C'est la fin de ce journal réalisé par Selma Feguir et Redouane Siassi, à la technique Adlan, Hussein à la régie et Yassine au streaming. Tout de suite la météo avec Karima Benour et apparemment il y aura un BMS vent aujourd'hui, Karima.